Merci beaucoup, Muriel. Donc moi, c'est Maureen Jaurès, je travaille en rhumatologie pédiatrique à Lyon et on a travaillé avec le docteur Nathalie Morel et Émile Arat pour vous préparer un webinaire sur les effets secondaires des biothérapies à travers nos visions de médecins, mais aussi à travers des équipes paramédicales et de l'éducation thérapeutique. Donc, on a pris la décision de vous faire un résumé un petit peu physiopathologique pour vous faire bien comprendre de quoi on parle, vous expliquer quelles sont les maladies qui sont prises en charge dans ces traitements, vous montrer les effets secondaires et puis vous faire un petit point sur comment gérer en éducation thérapeutique les informations importantes à faire passer aux patients à propos des biothérapies. Donc, les biothérapies, donc depuis maintenant plusieurs années, on utilise ces médicaments et en 2025, on a de nombreuses spécialisations qui sont impliquées dans ces prises en charge, ces utilisations médicamenteuses, parce que donc nous, on va parler surtout des patients qui sont suivis en rhumatologie, mais en réalité, les patients de médecine interne vont également avoir besoin de recours à ce type de traitement tout comme les patients d'autres spécialisations, en néphrologie, en hématologie, en neurologie, en pneumologie. Vraiment, maintenant, on a quasiment à tous les domaines de la médecine qui vont utiliser ces thérapies ciblées, donc qui ont pour objectif de calmer le système inflammatoire de manière ciblée. Alors, ça implique les médecins rhumatologues, mais également les médecins de ville et donc les médecins traitants et les soignants, que ce soit à l'hôpital ou en ville. On a vraiment un réseau qui va prendre en charge ces patients et qui vont tenir à disposition des questions que les patients peuvent avoir dans leur prise en charge avec ces traitements par biothérapie. Et donc, ce webinaire, il est à destination de tout le monde, des internes, des infirmières, des aides-soignants, des pharmaciens également, parce que globalement, les effets secondaires, ça concerne tous les acteurs de soins de santé. Les médecins voient les patients une fois tous les 6 mois, en général quand les patients vont bien, et donc entre-temps, il peut se passer plein de choses. Et l'objectif de ce webinaire, c'est de pouvoir répondre de manière pratico-pratique aux questions des patients et vous montrer à quel point ça peut bien se passer. Et puis, dans certaines situations, il faut pouvoir réagir et donc vous expliquer les circuits de prise en charge de ces patients. Alors, dans quel type de pathologie est-ce qu'on prend, on utilise les biothérapies? Donc, initialement en pédiatrie, donc moi je suis pédiatre, c'est surtout les arthrites juvéniles qu'on traitait avec les biothérapies depuis maintenant de nombreuses années. Il y en a différents types d'arthrites juvéniles et toutes ont des utilisations différentes des biothérapies. Et puis, les indications se sont même élargies à des maladies inflammatoires comme la maladie de Kawasaki, qui est une maladie relativement fréquente en pédiatrie. On a aussi dans les maladies auto-immunes et les maladies auto-inflammatoires de l'adulte, donc du jeune adulte, mais aussi de l'adulte plus âgé, qui peuvent, selon l'âge, rencontrer des types de pathologies différentes, que ce soit des polyarthrites rhumatoïdes, des spondylarthrites axiales, de la goutte ou la maladie de Still. Et toutes ces pathologies actuellement sont traitées par les biothérapies. Donc, on a deux grands groupes de maladies qui sont suivis en rhumatologie adulte et pédiatrique, mais aussi en médecine interne. Les maladies auto-inflammatoires monogéniques, donc du système humoral, du système inflammatoire inné, qui nécessitent des prises en charge spécifiques. Ce sont des maladies rares avec des patients qui vont avoir des biothérapies toute leur vie, car ce sont des maladies génétiques. Et puis, on a d'autres types de maladies qui sont les maladies auto-immunes liées à la production d'anticorps comme le lupus, la sclérodermie, la vascularite systémique ou la dermatomyosite, ainsi que les uvéites. Donc, ce topo, il a été produit sur base de toutes les recommandations du CRI. Donc, le CRI, c'est le Club du rhumatisme et inflammation. C'est un groupe qui rassemble une cinquantaine de médecins francophones, essentiellement en France, qui ont travaillé sur la rédaction de fiches
pratiques pour pouvoir répondre de manière la plus précise possible sur base de la littérature nationale et internationale aux questions que peuvent se poser les médecins quand on utilise ces traitements et puis pour pouvoir répondre en pratique aux difficultés des patients. Et donc ces fiches sont rédigées depuis plusieurs années, en 2010, et elles sont en train d'être actualisées actuellement en 2025 avec des groupes d'experts qui rédigent les fiches et qui vont les publier dans une revue francophone et anglaise internationale. Donc on aura accès aux nouvelles fiches d'ici quelques mois. Et donc là, je vous fais un résumé à la fois de ce qui est déjà connu et puis quelques nouveautés également qui ne sont pas encore disponibles sur les fiches, mais dont on reviendra via la filière vers vous pour vous donner un maximum d'informations disponibles sur Internet. Donc vous voyez que le site Internet est disponible en libre accès. Donc, pour bien s'y retrouver, ce que je voulais introduire de manière un petit peu schématique, c'est vous décrire les biothérapies dans leur fonctionnement. Donc, l'utilisation des biothérapies, le but, c'est d'aller bloquer une partie du système immunitaire et on peut avoir différentes cibles. Et donc, j'ai regroupé trois grands groupes de biothérapies. Le premier grand groupe, c'est celui qui va bloquer vraiment la cytokine inflammatoire responsable de la maladie. Donc, les cellules du système immunitaire produisent une cytokine qui vont être généralement un peu spécifique d'un type de pathologie. Et donc, on va choisir ces traitements ciblés pour certaines maladies comme la polyarthrite ou la maladie de Steele. Dans les traitements anticytokiniques, on retrouve les anti-TNF, les anti-L1, les anti-L6, les anti-L17, qui ont tous un petit peu de spécificité et qu'on va développer au fur et à mesure de ce webinaire. De l'autre côté, on a des traitements qui vont cibler non plus cette fois-ci la cytokine, mais la cellule qui produit les anticorps et les cytokines, comme le lymphocyte B. Une très bonne cible, le lymphocyte B, par exemple, dans le lupus, parce que le lymphocyte B produit les auto-anticorps responsables du lupus, ou dans la vascularité en cas. Et on a certains médicaments, par exemple le rituximab, qui est assez connu, qui est utilisé dans ce contexte-là, qui est aussi une biothérapie. Le troisième groupe, non, ça c'est un groupe entre les deux. Le belimumab, donc c'est un anti-BAFF qui va aller agir sur une cytokine et qui va influencer la survie des lymphocytes B. Donc il se trouve un petit peu entre les deux groupes. Et puis finalement, concernant le troisième groupe, je voulais parler de l'abatacept parce qu'il a un fonctionnement un peu particulier qui est de réguler l'immunité à travers l'interaction entre les cellules du système immunitaire. Donc il va aller interagir pour bloquer la communication entre les différentes cellules et pour calmer le système immunitaire via ces voies. Chaque mécanisme physiopathologique va à la fois permettre de contrôler la maladie, mais est aussi responsable d'un certain nombre d'effets secondaires. Donc, l'avantage des traitements cytokiniques, c'est que comme c'est très ciblé, on va avoir des effets secondaires qui sont plutôt ciblés, généralement plutôt infectieux, et donc on va développer ensemble chaque groupe de traitements, connaître les spécificités des effets secondaires. Et donc, c'est vraiment lié au blocage cytokinique que le médicament cible. Et puis, de l'autre côté, comme on détruit des cellules qui sont autoréactives, on a un risque infectieux un peu plus important avec les anti-lymphocytes B, parce que là, toute la partie lymphocyte RB peut être mise à défaut dans certaines infections, puisque le but, c'était qu'il n'y ait plus de production d'auto-anticorps, mais le risque aussi, c'est que le patient ne produise plus du tout d'anticorps, et donc soit un peu plus exposé à des infections bactériennes chroniques dont on va discuter. Dans le troisième cas, comme on régule les cellules entre elles, l'effet donc c'est plutôt sur les lymphocytes T médiés, mais qui est vraiment modéré puisqu'on ne détruit pas de cellules, et donc le risque infectieux il est nettement plus modéré dans la bactacèpte. On va également parler, au-delà des biothérapies, des small drugs, que sont les JAK inhibiteurs, qui sont également des médicaments qu'on utilise dans les maladies rhumatismales et qui ont comme avantage d'être un traitement oral. L'intérêt d'aller au-delà, donc ça reste des thérapies ciblées utilisées dans les mêmes indications que les biothérapies. Elles ont une grande efficacité sur beaucoup de maladies inflammatoires comme le lupus, mais aussi la polyarthrite rhumatoïde. Leur particularité, c'est qu'elles vont être moins ciblées que les anticorps cytokiniques, puisque les anti-JAK
Ce sont donc des molécules qui vont aller bloquer des récepteurs et elles peuvent bloquer plusieurs récepteurs à la fois, donc agir à la fois sur des voies inflammatoires, mais possiblement également des voies métaboliques, et donc avec des effets secondaires un petit peu plus larges et plus difficiles à appréhender. Donc ça reste des traitements qu'on utilise moins fréquemment que les biothérapies, mais qui vaut la peine d'être connus parce que elles sont en plein développement sur le marché, comme vous pouvez voir. On connaît en pédiatrie assez bien le baricitinib. En médecine adulte, le nombre de médicaments augmente chaque année avec le tofacitinib, le ruxolitinib, etc. Donc tous les médicaments inhibes font partie de cette classe de maladies, cette classe de thérapeutique. Donc, je voulais vous parler des biothérapies du point de vue du patient. Donc, le patient, quand il reçoit son diagnostic, il va rapidement, quasiment en même temps que son diagnostic, très souvent recevoir une prescription pour une biothérapie. Ça va être une longue route parce que ce sont des maladies chroniques et la plupart des patients vont passer plusieurs années sous traitement, voire parfois toute leur vie dans le cas des maladies génétiques. Et donc, la plupart du temps, ben, ça se passe très bien. C'est un feu vert, tout roule, il n'y a pas de souci. Mais malgré tout, on peut se poser la question et devoir un petit peu s'arrêter sur sa route et se dire, est-ce que là, dans telle et telle situation, je peux continuer mon traitement ou est-ce que il faut prendre des mesures, par exemple, espacer les traitements, diminuer les doses. Donc certainement en discuter avec mon médecin dans certains cas. Et puis, il existe malgré tout, de manière assez rare, mais quand même, c'est des choses qu'il faut connaître d'un point de vue médical et paramédical, des contre-indications, des situations qui vont nous obliger à arrêter le traitement. Si on reprend tous les effets secondaires valables pour toute biothérapie, ce qui est évidemment majeur, c'est le suivi biologique que tout patient doit réaliser de manière régulière. Ce qui va nous intriguer, c'est la cytolyse hépatique. Donc, en cas de mauvaise tolérance du médicament, on peut avoir les enzymes hépatiques qui augmentent et la neutropénie, puisqu'on tape sur le système immunitaire, il n'est pas impossible que les neutrophiles en prennent un coup également et fassent discuter de continuer le traitement ou non. Donc souvent, ça nécessite une réflexion médicale sur la poursuite du traitement. Les médecins spécialistes sont régulièrement disponibles, mais il se peut que le patient s'adresse à son médecin traitant et donc qu'il puisse orienter son patient. C'est également important dans ce cadre-là. Et donc, je laisse la parole à Nathalie pour évoquer un petit peu l'éducation thérapeutique dans ce cadre. Merci beaucoup Maureen. Donc du coup dans ce cadre, on va travailler en fait sur des cartes bilan biologiques en mettant les patients en sous-groupe. Ça va vraiment permettre en fait de se mettre en fait en situation réelle. J'ai mon bilan sanguin que je viens de réaliser. Qu'est-ce que j'en fais? Comment lui donner du sens? Donc on va vraiment s'appuyer sur les deux aspects en fait qu'on peut retrouver au niveau de ce bilan, qui va être l'activité de la maladie, avec par exemple les auto-anticorps, la fonction rénale, le syndrome inflammatoire. Ce syndrome inflammatoire qu'on peut aussi retrouver en cas d'infection, donc les effets indésirables des traitements, notamment les biothérapies, avec, comme tu le disais, le risque de cytolyse hépatique, l'hémogramme, ou encore le bilan lipidique, notamment par exemple pour les anti-JAK. Donc on va vraiment en fait amener le patient à le faire travailler sur qu'est-ce qui doit l'alerter. Voilà. Si c'est subnormal, bon, pas d'impact important. Voilà. Si les taux commencent à devenir à varier de manière significative, qu'est-ce que c'est que significatif? Voilà. Quand est-ce que je dois être alerté et du coup alerter mon médecin? Donc, on continue sur les effets secondaires valables pour toutes les biothérapies. Donc, une biothérapie, donc, comme on agit sur le système immunitaire, il peut y avoir un risque infectieux initial. Donc, évidemment, chaque patient bénéficie d'un bilan pré-thérapeutique qui est réalisé de manière systématique. Le bilan pré-thérapeutique, vous pouvez facilement le retrouver en détail sur le site internet du CRI. En tout cas, l'idée, c'est d'aller chercher une infection qui pourrait être cachée, une infection profonde, une tuberculose latente avant de commencer le traitement pour évidemment mettre le patient en sécurité, se dire qu'on est dans de bonnes conditions pour commencer le traitement et expliquer au patient les consignes de sécurité, c'est-à-dire se poser des questions quand il y a de la fièvre, aller voir son médecin traitant en cas de fièvre pour pouvoir prendre des mesures adaptées.
Donc, on avance dans ce webinaire en avançant donc par groupe de médicaments. Donc là, on va parler du groupe des anticytokines et on va commencer par les anti-TNF, donc dont vous voyez la liste qui ne cesse de s'agrandir également en termes d'utilisation, parce que finalement, c'est ceux qu'on utilise depuis le plus longtemps et qu'on connaît le mieux. Donc, on commence par cela. Donc, en termes d'effets secondaires des anti-TNF, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, le risque infectieux existe. Alors, pour parler en tant que pédiatre, globalement, ce risque infectieux, il est bien géré. Évidemment, avec le bilan préthérapeutique, on s'assure qu'il n'y ait pas de tuberculose. C'est valable aussi chez adultes. Mais il se peut que les patients, au cours de leur traitement, puissent présenter un surrisque un peu augmenté pour des infections respiratoires, des infections urinaires ou des infections de la peau. Mais ça reste globalement en pédiatrie exceptionnel, un peu plus fréquent en médecine adulte. Ce qui est important surtout, c'est de pouvoir prendre les mesures en cas d'infection pour pouvoir éventuellement suspendre le traitement si la pathologie le permet, mettre en place des antibiotiques et décider avec le médecin si on reprend ou non en fonction de l'évolution de l'infection. Et il se peut aussi qu'il y ait une petite augmentation des infections virales, probablement surtout sur la grippe. Alors, un point important quand même en pédiatrie, c'est la varicelle. Donc, dans le premier webinaire, il y a des vignettes cliniques qui vous expliquent que faire en cas de contagion varicelleux, donc quand les patients n'ont pas encore rencontré la varicelle, discuter la vaccination antivaricelle avant de commencer les traitements. Donc, ça, c'est vraiment des choses pratico-pratiques qu'il faut pouvoir garder en tête dans le cadre des anti-TNF et donc éduquer les patients qui n'ont pas, enfin surtout les parents du coup, en l'occurrence quand les enfants n'ont pas encore fait la varicelle, de savoir comment réagir en cas de varicelle. Et puis, ça me permet d'insister évidemment sur le calendrier vaccinal et la grippe annuelle, mais sur lequel on reviendra au cours de ce webinaire. Alors, les anti-TNF, il n'y a pas que le risque infectieux qu'il faut pouvoir connaître, même si c'est très rare, il y a d'autres effets secondaires dont je voulais vous parler. Dans un premier temps, donc psoriasis et lupus induits par les anti-TNF. Les troubles de l'humeur sont des choses aussi à connaître qu'on voit relativement, enfin ponctuellement plutôt dans notre pratique clinique. Et puis les céphalées. Donc, pour ce qui est du psoriasis induit, en quoi ça consiste? Ben, il y a des patients qui ont un traitement par anti-TNF, et d'ailleurs, ça peut être un traitement du psoriasis, donc les patients peuvent recevoir les anti-TNF pour du psoriasis, ou alors ils reçoivent des anti-TNF pour une autre raison, et bizarrement, euh, d'un jour à l'autre, les patients peuvent développer des plaques sur la peau qui sont en réalité du psoriasis. Alors pourquoi est-ce que ça arrive? Ben, en fait, le système immunitaire, c'est toujours une balance. Donc quand on va mettre un frein quelque part, c'est possible qu'il y ait une sécrétion de cytokines qui va augmenter ailleurs. Et là, en l'occurrence, c'est l'interféron de type 1 qui est augmenté parce qu'on a bloqué une autre voie. Et donc, cliniquement, va apparaître sur la peau du psoriasis, mais qui est un peu particulier. Souvent, c'est plutôt des pustules. Il peut y avoir une atteinte palmoplantaire. Parfois des localisations assez atypiques comme le périnée et les plis inguinaux qui doivent faire suspecter une cause médicamenteuse, du psoriasis en gouttes. Une particularité aussi, c'est que ces patients ont rarement une atteinte inguinale, alors que quand on a un psoriasis qui est lié à une auto-immunité classique, non médicamenteuse, l'atteinte inguinale est assez régulièrement retrouvée. Donc, psoriasis induit, ça peut ne pas faire changer l'attitude thérapeutique a priori avec les anti-TNF. On peut simplement traiter localement le psoriasis si la surface corporelle atteinte est limitée. Dans le cas où on n'arrive pas à gérer avec un traitement local, on peut discuter de changer d'anti-TNF. Donc, on garde la même classe de médicaments, mais on change le médicament. Et puis, quand on a une surface corporelle qui devient vraiment importante, ou une gêne importante, par exemple l'atteinte palmoplantaire, c'est vraiment limitant au quotidien parce que c'est sévère. Là, il faut discuter de changer de classe de médicaments et donc on contre-indique les anti-TNF dans ce cadre-là. Un deuxième effet du traitement des anti-TNF qui peut induire de l'auto-immunité, c'est ce qu'on appelle le lupus induit, qui est
vraiment beaucoup plus rare que le psoriasis induit. Euh, Ce qui peut arriver, donc toujours parce qu'on dérègle un petit peu le système immunitaire, c'est qu'il y ait une production d'anticorps antinucléaires sans association de symptômes. Et de manière vraiment rare, on peut avoir des signes cutanés qui sont évocateurs du lupus, une leucopénie, une péricardite. Et c'est lié au fait que, avec les anti-TNF, les lymphocytes T cytotoxiques sont inhibés, donc on les calme, mais du coup ils font plus leur travail. Et leur travail, c'était de réduire les lymphocytes B qui produisent des auto-anticorps. Donc le système immunitaire, il nous protège à la fois des infections, mais aussi des maladies auto-immunes. Et donc quand on va déréguler un petit peu les choses, c'est possible que apparaissent ces effets secondaires. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que à l'arrêt des anti-TNF, les choses redeviennent normales, que ce soit pour le psoriasis, pour la production d'auto-anticorps ou pour le lupus. En quelques mois, le patient récupère complètement sans qu'il développe la maladie à long terme. Donc il ne va pas rester avec un psoriasis ni avec un lupus si on décide d'arrêter les anti-TNF. Et puis, donc le fait d'avoir des auto-anticorps ne nécessite pas un arrêt de traitement. Par contre, s'il y a des manifestations cliniques de ces auto-anticorps, là, on préfère contre-indiquer le médicament et donc c'est un feu rouge. En ce qui concerne les effets secondaires des anti-TNF, un élément qui peut être intéressant à connaître, même si à nouveau c'est rare, c'est que certains patients décrivent des épisodes de dépression ou d'épisodes psychotiques sous traitement. Euh, il faut le connaître parce que c'est important de s'intéresser à l'état psychologique de notre patient. Donc, c'est jamais très facile de rentrer dans une maladie chronique et qu'on vous parle directement de la mise en place de traitement. Donc, il faut pouvoir prendre le temps lors d'une deuxième consultation ou lors d'une mise au point en éducation thérapeutique avec l'équipe infirmière, de faire le point sur l'état psychologique du patient, lui proposer éventuellement un soutien dans ce contexte-là, et puis l'avertir que si jamais il se sent vraiment pas bien, il doit pouvoir en parler à son médecin et le médecin doit pouvoir évaluer l'éventuel impact des anti-TNF. Alors, dans notre expérience, on a des patients euh, qui étaient ados, les parents ont vraiment dit, bah, il était irritable beaucoup plus que d'habitude. C'est un ado, il peut avoir des sautes d'humeur, mais là, depuis les anti-TNF, c'est vraiment compliqué et on s'est rendu compte qu'en changeant de molécules, ces sautes d'humeur, cette irritabilité disparaissait et rentrait complètement dans l'ordre. Donc ça reste un élément à connaître, même si ça reste exceptionnel. Un peu plus fréquent peut-être, c'est les céphalées sous anti-TNF dont les patients se plaignent ponctuellement. Alors, est-ce que c'est réellement un effet secondaire? C'est difficile à dire, ça nécessite rarement un arrêt des traitements. Ce qui est important en tout cas, c'est d'abord de rassurer les patients que si ces maux de tête sont apparus depuis seulement quelques jours ou quelques semaines, on peut un peu temporiser et puis surtout faire le bilan pour chercher les autres causes de céphalée comme l'hypertension artérielle, des problèmes ophtalmologiques, la fatigue, une infection virale. En période Covid, évidemment, c'était une cause fréquente de céphalée. Et donc, par contre, si ça persiste pendant plusieurs semaines au cours du temps et qu'on a l'impression que ça peut être le médicament, on peut discuter de diminuer la fréquence du médicament ou de changer les doses. La plupart du temps, ça ne nécessite pas d'arrêt de traitement, mais c'est vrai que c'est décrit dans les groupes de patients avec arthrite juvénile en pédiatrie, ces plaintes qui peuvent être relativement gênantes. Alors, en ce qui concerne les effets secondaires des anti-L1, donc là on change de classe de molécules. Pour les citer, donc c'est canakinumab, anakinra, des médicaments qui sont de plus en plus utilisés parce que les nouvelles recommandations internationales de l'EULAR recommandent l'utilisation des biothérapies en première intention dans la maladie de Still par exemple, les indications s'élargissent. Également, on retrouve une indication dans la goutte, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la maladie de Kawasaki. Il y a certains traitements qui ont des fièvres méditerranéennes familiales, certains patients qui ont des fièvres méditerranéennes familiales qui ont besoin de ce type de médicaments. Donc on les utilise de plus en plus et ils ont vraiment une bonne tolérance. Globalement, ils sont mieux tolérés sur le plan infectieux que les anti-TNF. Ils ont plutôt un effet, donc pas d'augmentation de risque sur le plan cardiovasculaire.
En ce qui concerne le surrisque des cancers, on a globalement des études qui sont rassurantes, dans le sens où les patients qui ont été mis sous traitement au cours des études n'ont pas développé de cancer, mais ce sont des patients qui sont sélectionnés initialement, donc probablement plutôt jeunes et sans antécédent de cancer. Et puis, on a des études en vie réelle qui vérifient s'il y a un risque de développement de cancer à long terme. Il se peut qu'on développe des cancers sous anti-Hénin, mais en tout cas, on n'a aucune preuve que ces médicaments soient impliqués dans le mécanisme oncologique et plutôt au contraire, on est plutôt rassuré. Euh, on est tellement rassuré sur le plan infectieux qu'on se permet aussi de parler de vaccination des vaccins vivants inactivés. Donc de manière générale, on va revenir dessus, mais régulièrement on dit attention, vaccin vivant contre-indiqué en cas de biothérapie. Pour les anti-L1, dans les nouvelles recommandations toutes récentes qui sont même pas encore sorties sur les fiches du CRI mais qui vont arriver, on parle de possibilité de faire le rappel du vaccin rougeole, rubéole, rayon et éventuellement de faire varicelle et zona parce que finalement le risque de faire la maladie vaccinale est moins important que le risque de faire la maladie réelle et d'arrêter le traitement. Donc le problème aussi quand on arrête le traitement, c'est qu'il y a un risque de rechute de la maladie. Donc arrêter le traitement pour faire les vaccins, globalement, sous les patients qui sont sous anti-L1, c'est pas une bonne idée. Euh, Nouvelle catégorie de médicaments, les anti-IL-6, donc le tocilizumab, le serlimumab. Alors ce médicament-là, il est un peu particulier, il faut le connaître et bien éduquer nos patients parce que l'IL-6, c'est la cytokine qui est vraiment impliquée dans le développement de la fièvre. Et donc, quand on n'a pas d'IL-6, ben, on a plus de mal à faire de la fièvre et à monter sa CRP. Donc, ce sont des patients qui, quand ils font des infections, ils vont se plaindre d'être fatigués, d'être pas bien, mais la CRP peut être normale et la fièvre peut manquer. Donc, il faut vraiment être prudent quand ces patients se présentent aux urgences, leur apprendre à signaler au médecin qu'ils ont ces traitements, par exemple aux urgences ou en médecine générale. Ils peuvent faire des abcès profonds et être peu symptomatiques. En médecine adulte, alors en pédiatrie, on voit pas trop les diverticulites, mais en médecine adulte, la diverticulite est une contre-indication parce que justement, le risque infectieux est trop important et l'évaluation du patient est compliquée. Une petite notion à connaître pour les rhumatologues pédiatres qui nous écoutent, et probablement les rhumatologues adultes aussi, mais c'est une recommandation qui est sortie du PNDS de l'arthrite juvénile, donc des protocoles nationaux qui sont écrits par mes collègues qui recommandent d'être prudent chez les patients qui ont des antécédents de syndrome d'activation macrophagique, parce que le tocilizumab pourrait être impliqué dans un déclenchement de cette complication. Et donc, c'est pas le traitement de choix si les patients font ces complications-là. Donc toujours important d'informer le patient, le médecin traitant, éventuellement réaliser des fiches informatives pour les patients. Donc la filière permet d'obtenir des fiches que le patient peut garder dans son portefeuille. Et puis ne pas hésiter à mettre des antibiotiques quand un patient vient pour de l'atout et a un foyer à la radio ou quand on suspecte qu'il y ait un foyer profond qui peut persister au cours du temps. Donc vraiment méfiance et éduquer les patients, c'est un élément important. Euh, il y a des nouveaux copains qui arrivent aussi dans le traitement des polyarthrites rhumatoïdes et de l'arthrite juvénile. On en a un petit peu moins l'habitude peut-être, mais ils montrent vraiment une bonne efficacité et donc c'est les prochaines années probablement qu'ils auront une place de plus en plus importante. On parle du secukinumab et de l'ixekizumab. Alors le secukinumab, ça s'appelle Sécu parce que les firmes qui l'ont développé voulaient qu'il soit vraiment sécuritaire. Et donc du point de vue infectieux, comme on ne cible que l'IL-17 qui a un rôle surtout dans le contrôle des infections mycosiques, globalement, ce médicament est bien toléré sur le plan infectieux. On note quelques candidoses buccales dans les études du développement du médicament et souvent ça n'a pas nécessité d'arrêter le traitement. Un traitement local de la candidose peut suffire, mais ça vaut la peine d'interroger ces patients pour savoir s'ils ne sont pas gênés de ce côté-là. Et puis il y a des risques faibles mais théoriques qui peuvent exister d'infections profondes fongiques et qui là nécessiteraient un arrêt du traitement ou d'infection virale, probablement chez des patients qui ont déjà un système immunitaire un petit peu plus faible. Justement, pour les patients qui ont des effets, des systèmes immunitaires qui sont un peu affaiblis, parce que globalement maintenant il y a un certain nombre de pathologies qui vont exposer
à un risque, enfin à la fois un risque inflammatoire, mais associé également à un déficit immunitaire avec par exemple des patients qui ont une hypogammaglobulinémie, qui sont suivis à la fois du côté rhumatologique, mais aussi en hématologie. Donc, ce sont des patients qui sont un peu plus compliqués à gérer parce que le risque infectieux va être augmenté du fait de leur propre maladie, en fait. Et donc, dans ce cadre-là, on a aussi des traitements qui sont moins problématiques sur le plan infectieux, comme par exemple l'abatacept, qui est ce fameux médicament donc, qui régule la communication entre les lymphocytes T et les cellules présentatrices antigènes. Et donc, comme ils ne font que modifier la co-stimulation, globalement, on a une bonne tolérance sur le plan infectieux. Par rapport aux anti-TNF et au rituximab, on note quelques infections à herpès virus, mais qui sont modérées. Et malgré tout, comme toute biothérapie, on recommande les mesures vaccinales et des mesures préventives habituelles pour ce traitement. Alors, comme d'habitude, donc, les biothérapies vont avoir un effet sur le système immunitaire. Le système immunitaire nous protège contre les infections, également contre les maladies auto-immunes, mais également aussi le système immunitaire a un rôle de contrôle des cellules qui pourraient être éventuellement tumorales. Le système immunitaire va avoir un rôle dans le contrôle des processus oncogènes. Et donc, de point de vue intellectuel, on peut se demander si le fait d'utiliser des biothérapies va influencer sur la capacité du corps à se défendre contre le risque de cancer. Et donc, à la fois, évidemment, chaque médicament développé dont on a parlé, on a vérifié s'il y avait un risque de cancer dans les études, mais aussi à long terme. En vie réelle, on a regardé si les patients qui recevaient pendant plus de 20 ans ces traitements avaient une augmentation du risque de cancer. Globalement, la plupart des données qu'on a sont des données qui sont vraiment rassurantes, donc pas de surrisque pour le lymphome, par exemple, dans les biothérapies de type anti-TNF ou anti-IL6. On n'a pas toujours des reculs très très longs, mais globalement, on a vraiment plutôt l'idée que les biothérapies n'induisent pas de cancer, mais malgré tout, on reste prudent. Donc, il est important de vérifier que le patient n'est pas un cancer actif au moment où on démarre le traitement et de se renseigner sur des éventuels antécédents de cancer. Ce qui est important donc, c'est que le patient soit capable éventuellement d'aller vers son rhumatologue en disant voilà, entre les deux consultations, on a fait des bilans et on s'est rendu compte que j'avais un cancer et donc éventuellement de rediscuter du traitement. Ce sont des choses qu'on discute presque plus en médecine adulte qu'en pédiatrie, parce qu'en pédiatrie, le risque de cancer, il est moindre qu'en médecine adulte. Et donc, les biothérapies, quand on a un cancer, ben, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir. Il y en a certaines qui sont autorisées. Entre autres, le rituximab peut être un traitement dans le cadre de certains cancers hématologiques. C'est un médicament qui marche bien pour un certain nombre de pathologies auto-immunes, comme le lupus ou la vascularité en cas. Et donc, c'est un médicament qu'il faut bien connaître. Alors, il est très efficace puisqu'il va aller détruire les lymphocytes B va permettre vraiment de mettre les patients en rémission. Euh, Cependant, le fait de détruire les lymphocytes B expose au risque d'avoir un taux d'immunoglobuline qui est bas. Dans ce cadre-là, les infections peuvent survenir puisque les patients ont un système immunitaire qui fonctionne moins bien. Si c'est le cas, on peut supplémenter en immunoglobuline, ce qui permet de protéger le patient des infections. Il faut aussi savoir que la plupart des patients qui ont ce type de traitement reçoivent en parallèle de la corticothérapie, donc le système immunitaire est déjà un peu affaibli par la corticothérapie. Donc méfiance plutôt du point de vue médical, de vérifier les taux d'IgG avant de faire le rituximab pour bien décider si l'indication est recommandée. Pensez à supplémenter en cas de déficit avéré. Il est important vraiment de faire la balance bénéfice-risque et d'en discuter en équipe. On arrive du coup aux anti-JAK. Alors les anti-JAK, ces fameuses small drugs, donc petites molécules qui agissent sur la voie des JAK inhibiteurs, a un intérêt surtout dans les pathologies qui sont médiées par l'interféron, mais aussi dans les pathologies de l'adulte de type polyarthrite rhumatoïde. Donc j'ai fait deux recommandations un petit peu différentes entre la pédiatrie et la médecine adulte, parce qu'en pédiatrie, on va utiliser des doses beaucoup plus élevées de médicaments
dans le cadre des interféronopathies. Donc les interféronopathies, ce sont des maladies génétiques médiées par l'interféron qui peuvent mimer un lupus par exemple. Et comme c'est génétique, ça commence tôt dans la vie et ça nécessite des doses élevées de médicaments. En pédiatrie, on l'utilise également en troisième ligne pour les arthrites juvéniles idiopathiques, comme c'est recommandé dans le protocole national de prise en charge de ces patients. Globalement, on commence à avoir l'habitude d'utiliser ces médicaments. Il faut quand même malgré tout être prudent sur le risque infectieux viral, surtout parce que on a quand même eu un certain nombre de patients qui ont fait des réactivations virales significatives, entre autres l'herpès, mais aussi le BK-virus. Le BK-virus, c'est un virus un peu particulier qui va répliquer au niveau du sang et au niveau des urines, et puis qui peut provoquer des complications rénales à long terme quand il reste longtemps dans le rein. Donc à nouveau, quand on suspend le traitement, le système immunitaire reprend le dessus, donc on peut gérer, mais ça reste des choses dont il faut pouvoir avoir conscience quand on commence les traitements et qu'il faut discuter avec le patient. On est prudent également, comme je vous expliquais, les anti-JAK vont avoir un effet sur différentes voies métaboliques et en pédiatrie, pas en médecine adulte, mais en pédiatrie, un certain nombre de pédiatres ont constaté que certains de leurs patients avaient une prise de poids significative qu'il fallait surveiller. Et donc, que ce soit en médecine adulte ou pédiatrique, on recommande de surveiller le bilan lipidique parce qu'il peut y avoir une perturbation au niveau lipidique. La PCR BK-virus pour s'assurer que, donc, de manière à chaque fois que le patient passe à l'hôpital, vérifier ce virus, c'est vraiment important. Et puis une particularité aussi de la pédiatrie, c'est que comme on utilise des doses élevées et que le métabolisme de l'enfant peut être accéléré par rapport au métabolisme adulte, et puis que le poids de l'enfant varie beaucoup, on a la possibilité de faire du monitoring de médicaments, donc d'aller faire des cinétiques, regarder si le médicament dans le sang du patient correspond au taux souhaité pour éviter les effets secondaires qu'on pourrait éventuellement objectiver, par exemple des cytopénies ou des complications infectieuses, et adapter nos doses en fonction de ce dosage médicamenteux. Du côté de la médecine adulte, donc là, je parle sous le contrôle du docteur Morel qui fera aussi un commentaire sur ces traitements. Il est utilisé plutôt en deuxième ou troisième ligne après évaluation des facteurs de risque parce que ce médicament, donc entre autres, surtout l'étude qui a marqué les esprits, c'est une étude dont je vous ai mis les sources sur la slide à propos du tofacitinib dans l'arthrite rhumatoïde. Cette étude a mis en évidence sur une population un peu particulière, donc plutôt des patients âgés aux alentours de 50-55 ans. Âgés pour moi parce qu'en pédiatrie, à 50-55 ans, on commence à être vieux alors que je ne veux évidemment vexer personne. Ce qu'ils ont mis en évidence, c'est un surrisque modéré, pas majeur mais quand même présent, de pathologies cardiovasculaires et thromboemboliques chez les patients qui étaient traités au long cours par tofacitinib, ainsi que un surrisque modéré au niveau néoplasique et infectieux. Globalement, ça reste des résultats qui sont à confirmer parce qu'on n'a pas énormément de données, mais tant qu'on a une sonnette d'alarme sur ces médicaments, on reste prudent et donc on sélectionne les patients qui peuvent bénéficier de ces traitements. Ce sont des médicaments qui sont très efficaces du point de vue des pathologies articulaires, donc on n'a pas envie de s'en passer pour certains patients et puis ils ont une prise en charge pratique puisqu'ils peuvent se donner par voie orale. Mais on ne les conseille pas pour des patients de plus de 65 ans, des patients qui ont déjà eu un cancer, des patients qui fument, qui ont un risque thromboembolique pardon, élevé ou une obésité. Dans ce cadre-là, probablement qu'il y a d'autres alternatives et comme vous voyez, les biothérapies, c'est une grande famille maintenant, donc on orientera probablement le patient vers d'autres thérapeutiques. Mais à partir du moment où ces risques sont contrôlés, évalués et que le patient a bien conscience de maîtriser ces facteurs de risque au quotidien à travers l'éducation thérapeutique, ça se passe très bien et donc on évite les complications finalement en faisant de la prévention. Et donc on en arrive aux recommandations des préventions et donc je laisse Nathalie continuer ce webinaire à propos de l'éducation thérapeutique. Donc, comme on vient de le voir, en fait, tous ces effets indésirables peuvent être responsables de comorbidités en fait chez nos patients. Et on sait qu'aujourd'hui, entre les traitements et puis finalement toutes ces comorbidités, elles vont être beaucoup plus importantes que les atteintes sévères de la maladie. Et donc notamment
vont être liés à des événements cardiovasculaires, infectieux, cancéreux ou en lien avec une ostéoporose. Donc finalement, la prise en charge en fait et surtout la prévention de ces comorbidités vont être aussi importantes que la prise en charge spécifique de la maladie principale. D'accord, bonjour. Moi, je suis Amy Lara. Par rapport au risque infectieux dont on a parlé, donc qui est essentiellement lié à la maladie principale, mais aussi au traitement, d'autant plus qu'on utilise beaucoup les corticoïdes associés aux biothérapies et que ça diminue l'immunité, comme on l'a vu. Donc nous, en éducation thérapeutique, on insiste pas mal sur la prévention du risque infectieux. On commence par les principes élémentaires d'hygiène, donc penser à se laver les mains avant de faire ces injections, par exemple. Et on reparle des gestes barrières, surtout en période épidémique. Nous, on utilise en atelier des cartes situations où les patients en groupe doivent réfléchir ensemble à ces situations et proposer une résolution de problèmes. Par exemple, ça va être, je sais pas moi, Martine doit faire son injection de biothérapie ce matin, elle a 38,5, qu'en pensez-vous? Donc là, le groupe réfléchit ensemble et propose une résolution à ce problème. On insiste aussi sur le dépistage des infections en réalisant un suivi notamment dentaire régulier, car on sait que souvent les infections au point de départ dentaire peuvent passer un peu inaperçues. Donc on insiste sur le fait de ne pas zapper ça. On dit à peu près 2 fois par an le suivi dentaire. Et en cas de symptômes d'infection, ne pas trop tarder pour aller voir son médecin traitant et l'alerter. Et le bon réflexe, comme souvent les patients gèrent seuls à domicile leur biothérapie, ou en tout cas ce qui est des injections sous-cutanées et les anti-JAK, de penser à arrêter la biothérapie, de ne pas faire l'injection si jamais ils ont des symptômes d'infection. Alors bien sûr, il y a la fièvre, mais il y a aussi d'autres signes qui peuvent alerter. Il vaut mieux par précaution arrêter si on ne se sent pas bien le jour de l'injection. On dit aussi d'arrêter les injections, enfin les biothérapies en cas de risque infectieux prévisible, c'est-à-dire par exemple une chirurgie, on sait qu'elle est programmée, donc on arrête le traitement, on fait la chirurgie, on dit qu'on peut reprendre une fois que la cicatrice est bien cicatrisée. En ce qui concerne les tatouages et piercings, on dit que c'est considéré comme une petite chirurgie, donc bien sûr c'est pas interdit, mais il faut respecter évidemment les règles d'hygiène et on préfère préconiser d'arrêter le traitement avant le tatouage, réaliser le tatouage et reprendre après le traitement une fois que c'est bien cicatrisé. Vous avez des recommandations d'ailleurs sur le site de la FAI2R sur les tatouages et piercings. Ensuite, évidemment, on sensibilise aussi à la vaccination. Donc, on reprend le calendrier vaccinal. Avant déjà la mise sous biothérapie, on vérifie un petit peu où en est le patient de ses vaccins, est-ce qu'il est à jour ou pas, sinon il faut le faire. On sait que les patients qui sont sous biothérapie, comme on l'a vu, ça va diminuer leur défense immunitaire et sensibiliser à certaines infections. Donc, en plus, pour les gens qui sont sous ces traitements-là, on demande le vaccin pneumocoque, grippe, Covid et maintenant Zona. Et alors, jusqu'aux nouvelles recommandations là, que vient de nous dire Maureen, on disait aussi d'arrêter le traitement pour tout ce qui est vaccin vivant, notamment la fièvre jaune, mais aussi le ROR. Là, bon, apparemment, il y a des nouvelles fiches qui viennent de sortir pour l'anti-IL1 où on pourrait le faire. Dans tous les cas, globalement, quand on sait qu'on va mettre un patient sous biothérapie, c'est bien d'en parler avant, de savoir si ce patient voyage beaucoup et de sensibiliser. Peut-être on peut aussi repousser légèrement la mise sous biothérapie pour mettre à jour, par exemple, le vaccin contre la fièvre jaune, si c'est possible, bien sûr. Voilà, donc on discute de tout ça en amont et en atelier d'éducation thérapeutique aussi, on essaye de déconstruire un peu les fausses croyances et les idées reçues, parce qu'il y en a quand même beaucoup, donc on explique un petit peu l'intérêt de tout ça.
En ce qui concerne les cancers, donc comme on a vu, finalement, le dépistage va être proposé comme dans la population générale, donc avec le test de dépistage du cancer colorectal entre 50 et 74 ans ou une coloscopie en fonction des antécédents personnels et familiaux. Le frottis pour les femmes à partir de 25 ans, et puis l'intérêt en fait de notamment la vaccination contre le papillomavirus chez nos patientes qui, du coup, avec l'immunosuppression des traitements, notamment donc des biothérapies, vont être quand même plus à risque en fait voilà, de développer le papillomavirus. Donc ça, c'est un point de prévention hyper important. Bien sûr, la mammographie de dépistage chez les femmes entre 50 et 74 ans, la protection solaire et le suivi dermatologique régulier, en général annuel, ça c'est vraiment important à redire à chaque fois. Et puis, en fonction, voilà, en cas d'éthylotabagisme important, pourquoi pas un examen ORL ça, voilà, qui serait conseillé. La fréquence des dépistages va bien sûr être variable et personnalisée en fait en fonction de chaque patient, des antécédents personnels ou familiaux. Et en éducation thérapeutique, on va vraiment essayer de donner du sens à tous ces dépistages parce que les gens, les patients souvent se sentent assez envahis par beaucoup d'autres suivis à réaliser en fait en plus du suivi de la maladie. C'est quand même compliqué, ça rajoute énormément de charges. Et, de donner du sens leur fait comprendre l'importance de réaliser ces suivis en plus, de faire de la prévention avant que d'avoir besoin de traiter. Concernant les comorbidités cardiovasculaires, elle va être plus fréquente et survenir à un âge plus précoce que dans la population générale chez nos patients, donc du fait notamment de l'inflammation chronique de la maladie principale, mais aussi du recours à certains traitements. Et là, la corticothérapie va être encore plus inductrice de cette comorbidité-là que les biothérapies. En plus, bien sûr, des facteurs de risque traditionnels à prendre en compte, comme le tabac, le surpoids, la sédentarité, l'hypercholestérolémie ou encore la ménopause. Donc là, on va, au niveau de cette prise en charge de comorbidité cardiovasculaire, on va agir sur l'obtention d'une rémission durable de la maladie, puisque voilà, elle va être pourvoyeuse de soucis, donc grâce notamment au traitement, et donc toute la balance bénéfice-risque des traitements pour quand même calmer cette maladie, diminuer et sevrer dès qu'on peut les corticoïdes, l'évaluation régulière du bilan cardiovasculaire avec des bilans sanguins et puis un bilan clinique. Si besoin, on ajoute un antihypertenseur, un traitement hypolipémien, voire un antiagrégant plaquettaire. Et là où on va bien appuyer, notamment en éducation thérapeutique, c'est les règles hygiéno-diététiques qui vont notamment être l'arrêt du tabac, l'activité physique régulière et puis l'alimentation équilibrée. Un petit aparté aussi, donc moins en rapport avec la biothérapie, mais qui rentre quand même dans ces comorbidités qui vont être vraiment importantes chez nos patients. Donc on trouvait que c'était quand même très pertinent de vous en parler. C'est bien sûr l'ostéoporose, dont le risque va être aggravé par l'activité de la maladie, la prise de corticoïdes au long cours, chez nos patients qui, en plus d'une biothérapie, ont quand même souvent eu recours à beaucoup de corticoïdes. La sédentarité, l'apport insuffisant en calcium, vitamine D, et puis la ménopause. Donc là, on va, en éducation thérapeutique, travailler sur l'importance de la prévention et de la prise en charge. Donc l'arrêt, toujours les règles hygiéno-diététiques qui vont être importantes, l'arrêt du tabac, l'activité physique régulière et l'alimentation équilibrée avec l'apport en vitamine D, puis l'alimentation riche en calcium. Toujours le sevrage des corticoïdes, ça c'est vraiment un point aussi qui va revenir très régulièrement. Et puis, si besoin, on introduit un traitement dédié, bien sûr. Le moral dans tout ça, donc Maureen a expliqué tout à l'heure que, notamment avec les anti-TNF, il peut y avoir un impact sur le moral. Et puis, le fait, d'avoir une maladie chronique chez nos patients, une maladie rare avec souvent de l'errance diagnostique peut avoir un impact important en fait psychologique, et donc du coup un soutien
psychologique, voire même une prise en charge spécialisée, en fait, est souvent nécessaire. Il ne faut pas hésiter à ouvrir, en fait, la porte, à questionner nos patients qui ne vont pas forcément oser en parler lors des consultations. Et donc, notamment à l'instauration d'un traitement, comme l'expérience tout à l'heure de Maureen avec l'adolescent qui avait voilà, changement au niveau du caractère et du comportement, ne pas hésiter vraiment d'ouvrir cette porte-là avec nos patients. En pédiatrie, on va vraiment faire aussi attention en éducation thérapeutique à l'instauration en fait, du traitement, à son acceptation et voilà, notamment on pense aux dégâts en fait, que peut causer un tel traumatisme sur après le suivi finalement de ces patients plus tard et à l'âge adulte avec une prise du coup médicamenteuse qui serait très très compliquée. Voilà, il y a aussi dans ce contexte-là la gestion de l'anxiété parentale qui est à prendre en compte et qui est importante. En médecine, enfin au niveau de l'adulte, on va aussi axer beaucoup sur l'expression du vécu et des traumatismes finalement en lien en fait avec ce vécu de la maladie. Et puis, ce qui va être important, c'est de faire prendre conscience aux patients des ressources possibles en fait. Vraiment de développer toutes les enfin, un carnet d'adresses, en tout cas des liens et pouvoir proposer des ressources et rompre l'isolement du patient. Je peux faire juste un tout petit commentaire sur la slide précédente d'un point de vue pédiatrique. Donc, c'est vrai que l'enjeu aussi de ce webinaire, c'était de montrer que tous les intervenants d'un point de vue paramédical ont leur rôle à jouer. Et donc, quand on parle de ressources, ça peut être le médecin traitant, l'infirmière qui vient à domicile pour faire les injections. Ça peut être le pharmacien qu'on voit plus régulièrement, avec qui on a un contact particulier. Donc, vraiment, identifier les ressources pour le moral, mais aussi pour répondre aux questions dont on a parlé aujourd'hui, c'est vraiment essentiel. Et puis, c'est vrai qu'on en parlait avec Mélanie en off, l'importance de la gestion des parents. En pédiatrie est un élément vraiment important pour que ça se passe bien. L'utilisation des biothérapies, il faut vraiment avoir un lien thérapeutique et une acceptation à la fois de l'enfant, mais aussi des parents. Et donc, à partir du moment où on arrive à expliquer les choses, mettre des bonnes conditions lors de la réalisation des injections, parce que des injections chez les enfants, ça peut être compliqué au quotidien, probablement chez les adultes aussi, mais particulièrement chez les enfants, les traumas peuvent survenir si on n'y fait pas attention. Donc, la gestion du geste en lui-même, de l'injection, et puis de toute l'anxiété que ça peut faire ressurgir de la part de l'enfant et des parents, elle passe par une écoute attentive de la part de l'équipe paramédicale et médicale, de la réassurance. Et je pense que c'est vraiment l'objectif aussi de ce webinaire, à la fois d'informer sur le risque de complications, mais aussi de rassurer les équipes paramédicales et les patients pour que tout se passe bien, parce que globalement, une fois que si on commence du bon pied, si tout est bien apaisé, pour l'enfant, c'est beaucoup plus facile et à long terme, on a vraiment des prises en charge qui sont optimales finalement et une adhérence au traitement qui peut vraiment être satisfaisante. Merci beaucoup. Les ateliers d'éducation thérapeutique pour la prévention des comorbidités, nous, notre atelier, les objectifs éducatifs sont déjà de pouvoir expliquer et comprendre ce qu'est une comorbidité et de connaître, identifier les comorbidités associées à sa propre maladie. Donc, nous, on utilise un jeu de cartes en plusieurs étapes. Au départ, on demande aux patients de savoir déjà que des comorbidités peuvent être générées par leur maladie et les traitements et de pouvoir les identifier. Donc, ce sont les cartes vertes là que vous voyez sur l'image. Donc, c'est de tout ce dont on vient de parler, le risque infectieux, les maladies cardiovasculaires, les maladies psychiques, l'ostéoporose, les cancers. Voilà, une fois qu'on a établi ça, dans un deuxième temps, on demande aux patients d'identifier ses propres comorbidités avec les cartes de couleur bleue. Donc, c'est eux qui les posent dessous chaque thème. Donc, par exemple, pour les maladies cardiovasculaires, ça va être l'hypertension,
Le cancer, ça va être, je sais pas moi, un grain de beauté qui évolue, enfin des choses comme ça. Et ce qui est intéressant aussi, on essaye de faire le cheminement pour qu'ils comprennent bien l'intérêt du dépistage. Donc, c'est identifier des stratégies de prévention à les personnes ressources. Donc, c'est ce dont on vient de parler. Donc, ça c'est les petites cartes jaunes. Donc là, c'est comment trouver la solution pour prévenir l'apparition de toutes ces maladies. Donc, à chaque fois, il va y avoir, par exemple, l'arrêt du tabac, une meilleure alimentation, activité physique, consultation, enfin, faire les mammographies régulières, les vaccins, enfin, tout ça, tout ça. Et ensuite, on passe... Et donc là, c'est vrai que c'est ce qu'on disait, donc pas hésiter... on va parler des ressources et notamment la tabacologue pour arrêter le tabacologue pour arrêter de fumer. En effet, comme disait Maureen, le pharmacien, les liens avec la ville, un diététicien si besoin. Enfin voilà, d'avoir et ces différents professionnels de santé ville hôpital, enfin d'arriver en fait à vraiment avoir un axe pluridisciplinaire en fait pour la prévention et pour voilà, une meilleure hygiène de vie. Et on termine nous l'atelier avec le renforcement des acquis. On utilise comme outil pédagogique le Philippe VI. On développe 3 thèmes, donc le suivi avec les spécialistes, dépistage, etc., l'hygiène de vie et l'activité physique. Sous chaque thème, on demande aux patients d'identifier ce qu'ils font déjà, les freins et ce qu'ils pourraient mettre en place. Donc, on partage les patients en 3 groupes, 3 sous-groupes, et chaque groupe passe sur chaque thème. Je ne sais pas si vous comprenez bien le détail. Et ça permet de se projeter de façon très concrète sur les stratégies préventives à mettre en place. Chaque groupe apporte de nouveaux éléments à l'autre sous-groupe. Et ça oblige en fait à réfléchir à ce que je peux mettre en place chez moi concrètement pour améliorer mon hygiène de vie, améliorer mon suivi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon activité physique. Et c'est vrai qu'en général, les patients apprécient beaucoup parce que ça leur fait prendre conscience de l'importance de se préoccuper des comorbidités et pourquoi le médecin insiste sur les suivis, les vaccinations et tout ça. Ça leur permet de faire des liens un peu plus concrets. Et ça donne plus de sens. Et puis au final, en fait, c'est vrai que c'est une première étape vers le changement de comportement, d'arriver à faire cette petite étape, cette petite stratégie qu'ils pourraient mettre en place à la maison. À la maison. Voilà, donc pour finir tout ça, en effet, plutôt sur une note positive, hein, avec finalement des effets indésirables, mais qui restent quand même pour la plupart rares. Voilà, l'importance en fait de dédier un suivi régulier de prévention finalement pour prévenir ces comorbidités et les effets indésirables des biothérapies, de ne pas hésiter à questionner en fait aussi nos patients, surtout à l'initiation de traitement. Et puis les programmes de TP, voire aussi les interventions en fait d'éducation thérapeutique, sans forcément tout un programme dédié, hein, dans certains services. En fait, ils sont là pour accompagner vos patients, donc de ne pas hésiter vraiment à référer en fait vos patients, parce que ça permet de renforcer l'alliance thérapeutique et on va rendre le patient acteur dans son propre parcours de soins. Donc c'est vraiment très important. Et on vous a remis les liens voilà, vers les webinaires antérieurs au niveau des biothérapies.